madame, qui avait fait le rôle de modérateur, d'intermédiaire. Et à vous, chers amis, bon retour chez vous et que Dieu vous garde et que Dieu nous garde. Israël, je vous l'ai dit, est en guerre contre un régime qui veut sa destruction. Celui qui décidera de l'après, au niveau du régime, c'est le peuple iranien. Est-ce qu'il sera plus docile, plus sympathique, plus agréable? Nous l'espérons, mais ce n'est pas nous qui allons le décider. Ce n'est pas nous qui allons installer un régime à la place du régime en place. C'est le peuple iranien qui va l'installer. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité possible qui s'ouvre, qui va s'ouvrir pour un peuple opprimé depuis des années et des années. Donc il faut espérer que le peuple iranien, et je lui fais confiance, prenne en main son destin et voit que ce régime a mené l'Iran à la catastrophe. Les sanctions, la mise de côté de la communauté internationale, un pays qui choisit la guerre plutôt que la paix, la guerre plutôt que le développement régional. Donc je pense que les choses ne peuvent être que meilleures. Comment elles le seront? Soyons patients, il faut donner du temps au temps. Vous savez, les gens, au bout de 2 jours, nous ont demandé « alors ça s'arrête quand ?» C'est comme si vous demandiez à une femme qui vient de tomber enceinte « alors, c'est quand que tu accouches ?» Il faut du temps. Il faut du temps pour une femme de donner la vie à un bébé. Il faut du temps pour une guerre d'en comprendre les conséquences. Et ce que je voudrais également vous dire, c'est que peut-être que le régime iranien aujourd'hui ne comprend pas dans quelle situation il se trouve lui-même. Qu'il parle encore comme s'il était capable de communiquer, de se protéger, d'attaquer et de menacer comme il le faisait avant l'attaque du 27 février. Donc tout cela réuni nous demande à nous tous, à nous évidemment en Israël, là je vous parle et il vient d'avoir des frappes dans le nord d'Israël ou d'Iran ou du Hezbollah, et il y a des blessés du côté israélien, je n'ai pas encore les détails. Nous avons subi des attaques avec des blessés il y a quelques minutes. Je vais juste vérifier pour vous donner un petit peu l'ambiance générale ici, si vous me permettez. Mais je suis très, franchement, je vais en faire part à ma hiérarchie, je suis très satisfait au sens de votre intérêt pour la situation, parce que ça prouve que vous voyez les conjonctions, les points de contact entre la crise chez nous et ce qui peut se passer après. Et croyez-moi que, à la question qui était auparavant posée, je vais quand même y répondre, ne pensez en aucun cas qu'Israël va oublier ses relations et ses coopérations avec des pays africains parce qu'il y a une crise actuellement. Nous sommes un peuple qui travaille, un peuple qui invente, un peuple qui coopère, et actuellement nous faisons ce que nous devons faire pour la sécurité, mais la sécurité nous oblige à faire ça parce que nous voulons continuer à travailler. Nous sommes un peuple qui travaille, et ce que j'ai dit il y a un jour ou deux à monsieur l'ambassadeur d'Israël au Sénégal, je suis très honoré de vous parler, vraiment, sincèrement, et pour moi c'est un pont qui s'ouvre, j'espère que ce pont va continuer à être un pont de réflexion, de discussion, même si on n'est pas toujours d'accord, c'est possible, mais de respect profond mutuel et d'intérêt mutuel. Parce que l'intérêt de vos pays, comme le mien, c'est la sécurité pour le développement, pour avancer de l'avant. Le PIB israélien est très proche d'arriver à 1 trillion de dollars d'ici 2 ou 3 ans. Et pour vous donner un ordre de valeur, d'ordre de grandeur, le PIB de l'Inde, qui est une puissance majeure, est de plus de 4 ou 5 trillions. Mais l'Inde a 1,5 milliard d'habitants. Nous avons 10 millions d'habitants. Et ce serait formidable, et votre question, elle ouvre cela, ce serait formidable. Je suis convaincu, je pense que monsieur l'ambassadeur, son Excellence, monsieur Yuval Vatz sera d'accord avec moi, que Israël devrait et devra partager ses connaissances, son savoir-faire avec des pays qui en ont besoin pour le bien-être et pour le bien de tous. Lorsque nous développons aujourd'hui des armes antimissiles qui s'appellent Iron Beam, qui utilisent le laser, les rayons laser, vous vous rendez bien compte que ce sont des
des développements qui ont également des implications dans le domaine médical, dans le domaine industriel. Et tout ça réuni fait que nous sommes aujourd'hui, encore une fois, je veux le dire avec humilité, mais quand même, à la pointe de certains domaines au niveau mondial. La religion avec la politique. Le régime des mollahs utilise l'idéologie islamique intégriste pour servir un régime et l'utilise non pas pour faire du bien à son peuple, mais pour essayer de réunir des forces autour de ce régime pour faire la guerre. En Israël, vous savez, nous avons des juifs, nous avons des chrétiens, beaucoup de musulmans, près de 2 millions, plus de 2 millions de musulmans, qui vivent sereinement, tranquillement, qui sont aujourd'hui, comme vous, je pense, dans le Ramadan. Je réitère, Ramadan Karim à vous tous. Et vouloir transformer ce conflit géopolitique en un conflit en un conflit religieux, c'est vouloir falsifier la situation et l'utiliser à mauvais escient. Et je veux vraiment finir par ça pour vous dire que, comment vous dire, Israël est un pays de liberté religieuse. Moi-même, personnellement, quand je me trouve devant une mosquée ou dans des villages arabes israéliens, je suis heureux d'être avec d'autres communautés, avec d'autres populations, avec une autre religion au sein de mon pays, parce que ça, c'est l'expression la plus puissante d'un pays fort, qui sait vivre ensemble et qui sait avancer ensemble. Et nos ennemis utilisent la religion comme arme de guerre. Nous ne rentrerons pas en aucun cas dans ce jeu ridicule. Et comment vous dire, quand ils ont tué 50 000 personnes, qui sont tous des chiites musulmans iraniens, au nom de quoi ils l'ont fait? Certainement pas au nom de la religion. Après la guerre, à 100%, tout reviendra. Après la guerre, toutes les relations et tous les programmes qui ont été mis en place et qui ont été décidés, qui ont été fixés entre Israël et la Guinée ou d'autres pays africains de la sous-région, évidemment, reviendront. Je pense que ce sera également formidable si vous en tant que journaliste, en tant que des médias, mais également des gens au niveau politique, au niveau économique, puissent venir en Israël voir le pays après la guerre, parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vous le dis pas par hasard, je ne vous le dis pas parce que je suis avec vous maintenant, je suis depuis très longtemps un fondamental croyant des relations entre l'Afrique subsaharienne, l'Afrique de l'Ouest en particulier, et l'État d'Israël. D'abord parce que ce sont des peuples, nous sommes un peuple qui n'avons pas de passif colonial en Afrique. Au contraire, nous sommes nous-mêmes un peuple qui a été soumis à 1001 contraintes. Je ne vais pas vous raconter l'histoire maintenant, on n'est pas ici dans une compétition d'histoire, mais c'est pour ça qu'Israël et l'Afrique ont beaucoup à partager, beaucoup à faire. Et j'espère vraiment, après la guerre, moi-même personnellement, si monsieur l'ambassadeur est d'accord, je viendrai dans la région et vous rencontrer de visu pour parler non pas de la guerre, mais parler de la paix et du développement. Moi, je vois rien, c'est pour ça donc je vous écoute et je vous crois. Pardon. Attendez, la première question c'était par rapport à la censure, il y avait, et puis l'autre question c'était... Je peux répondre si vous voulez. Oui, rapidement, pardon. Ok, vous dites avoir presque neutralisé la force de frappe des Iraniens.
en rendant selon vos propres termes le C'est pays ça. avec. Au Tout même, à fait. au même moment, on apprend des bombardements contre des cibles israéliennes et des bases américaines au Moyen-Orient. C'est Comment ça. expliquez-vous cela? D'abord, j'ai dit que l'Iran était presque aveugle. Je n'ai pas dit aveugle, je dis presque aveugle. Ça veut dire que nous sommes en phase de rendre la République islamique d'Iran totalement aveugle au niveau de ses capacités de contrôle et comment dire, de localisation des appareils et des éléments aériens qui sont dans le ciel iranien. Mais il y a encore une capacité nocive d'attaque balistique. On n'a pas tout détruit, comme vous le savez. Il y a encore des missiles cachés enfouis, je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est vrai que nous ne voulons pas montrer exactement où sont les frappes, ou les débris même, pour ne pas donner à l'ennemi des éléments d'information qui pourraient l'aider à affiner les tirs vers des cibles qu'il choisirait. Nous sommes en guerre, je vous le rappelle, et donc ça fait partie de la politique je dirais, de sécurisation d'Israël. Nous sommes un petit pays avec des zones urbaines extrêmement importantes et extrêmement denses. Donc tout cela fait que nous sommes dans une situation de contrôle renforcé, mais c'est une censure qui a lieu par rapport à l'ennemi, pas à l'intérieur d'Israël. Je viens de vous répondre, peut-être que vous n'avez pas entendu, je dis que nous montrons les frappes, mais nous ne disons pas où ces frappes ont eu lieu pour des raisons de sécurité des populations. Pour éviter que l'ennemi sache exactement où les frappes ont eu lieu pour ensuite qu'il puisse affiner le tir. L'Europe, je ne pense pas du tout. Il n'y a aucun intérêt européen de rejoindre le régime des Mollahs. D'autres puissances qui pourraient de loin vouloir soutenir l'Iran. Nous savons qu'il y a des relations, comme vous le savez, étroites avec des pays, des grandes puissances en Asie. Mais il me semble que vu la situation actuelle et vu l'état des lieux, encore une fois, nous ne pensons pas qu'il y a ici quelque chose dans ce cas-là qui pourrait se passer. Mais comme vous le savez, le monde est fait d'hommes et de choses. Et donc,